Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Fabien Roussel. Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir Laurence Ferrari. Candidat à la présidentielle, vous avez publié aujourd'hui votre programme. On va y revenir. Emploi, jeunesse, il y a beaucoup de choses sur l'éducation, sur la santé, l'écologie, programme complet. Bruno Jeudi est avec nous, bonsoir. Bonsoir Laurence. Rédacteur en chef à Paris Match. Évidemment, vous allez nous faire quelques petites questions, quelques incises sur le programme de Fabien Roussel. On va peut-être juste, si vous voulez bien, commencer par cette actualité. Le président Macron qui est en visite dans la Creuse sur le thème de la ruralité. Écoutez juste ce qu'il a répondu à un jeune élève agricole qui l'interrogeait sur sa candidature, sa future candidature. J'ai une question totalement à part. Bien sûr. J'ai 18 ans et du coup ça va être ma première élection. Est-ce que vous vous présentez aux élections? La question. Moi, en temps voulu, j'annoncerai ma décision. Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout. Très bien. Ça, je peux vous le dire. Parce que comme vous l'avez démontré vous-même, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc réponse au prochain épisode. On se retrouvera au prochain épisode. Fabien Roussel, pardon. Vrai faux suspense? Ouais, oui, c'est un vrai faux suspense. Vrai faux suspense. Il sera candidat? C'est surtout que nous aimerions bien qu'il y ait un vrai débat avec les Français et lui, qu'il puisse débattre avec nous et défendre son bilan. Et si il n'a pas honte de son bilan, s'il n'a pas honte d'avoir aujourd'hui 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, des services publics exsangues et des industries qui continuent d'être délocalisées, qu'il vienne en débattre. Et moi, j'adorerais pouvoir débattre avec lui de ces questions-là. C'est d'ailleurs une question d'égalité républicaine dans le débat démocratique. Quand il sera candidat, vous aurez l'occasion de débattre avec lui après. Mais j'espère. Vous pensez qu'il acceptera les débats? Mais c'est une vraie question. C'est pour ça que j'insiste un peu lourdement là-dessus. L'égalité dans le débat de l'élection présidentielle, c'est que l'ensemble des candidats, au moins dans la période officielle, à quelques semaines du premier tour, que nous puissions avoir un échange avec les Français. C'est le 4 mars, Fabien Roussel, c'est-à-dire la fin du dépôt des parrainages et la publication par le Conseil constitutionnel. Il sera candidat à ce moment-là. On imagine que Emmanuel Macron, s'il est candidat, n'aura pas de difficulté à avoir ses parrainages. Est-ce que vous les avez? Je les ai quasi. Vous êtes à plus de 500? Je les ai quasi dans 500, le sens. Parce que c'est 500. Vous pouvez dire ça à nos auditeurs. Mais il en faut 6 ou 700. Il faut préciser à vos auditeurs que les maires, les élus, nous adressent leurs promesses de parrainage. Et donc, sur le papier, je les ai. Mais c'est eux, ces maires, ces élus locaux, qui ont la responsabilité d'envoyer au Conseil constitutionnel. Et donc vous ne maîtrisez pas ça. Tant que je n'ai pas ces 500 signatures arrivées officiellement au Conseil constitutionnel, je serai toujours dans l'attente qu'ils soient tous là. Donc c'est pour ça que jamais je vous dirai je suis tranquille et serein. Et donc je continue de m'adresser à eux. Je continue à... Vous savez que c'est un problème pour beaucoup de candidats. Visiblement, pour vous, ça ne l'est plus ou peu. Ça l'est moins, mais c'est un vrai sujet de pouvoir solliciter ces 500 parrainages, de les avoir. Et pour moi, vraiment, j'en ai fait un sujet important parce que être soutenu par des élus, d'abord de sa famille politique, mais aussi largement par des maires ruraux, des maires sans étiquette. C'est important parce que ça m'oblige vis-à-vis d'eux. Ça m'oblige aussi... Donc le plus vous en avez, le mieux vous mais vous portez. Bien sûr, ça donne de la force. Si vous en avez 700, 800, c'est bien. Mais bien sûr, c'est très important. Alors je sais en même temps que les maires parrainent de moins en moins. Sur 35 000 maires, aujourd'hui, il y en a 10-12 000, je crois, qui accordent leur parrainage. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Et pas un parrainage pour la France Insoumise, vous maintenez toujours, vous partagez pas? Mais c'est de la responsabilité de chaque élu de convaincre, d'avoir un discours convaincant et un discours républicain. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon? Sinon, j'ai pas dit ça. Je dis que si des élus ont du mal à avoir ces parrainages, c'est que ils ont peut-être un problème, une absence de dialogue sincère avec l'ensemble de ces élus. Et moi, je suis très attaché, je suis député d'une circonscription semi-rurale, je travaille beaucoup avec les élus ruraux, les maires ruraux de toute la France et ceux de ma circonscription. Je connais leurs difficultés et donc on doit pouvoir leur parler et pas avec dogmatisme.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est de la responsabilité de chacun. Et donc, à chacun de créer les moyens, les conditions d'avoir ces parrainages. Alors, votre programme, nationaliser les grandes entreprises stratégiques. Il y a beaucoup de choses dans votre programme. Réduire le temps de travail à 32 heures par semaine, rétablir la retraite à 60 ans à taux plein, SMIC à 1500 net par mois et des pensions à 1200 net minimum, création de 100 000 postes à l'hôpital, 90 000 autres emplois dans l'éducation nationale. Vous voyez grand, vous voyez large. Vous financez comment tout cela ? Je vois d'abord, et j'aspire à reconstruire une France heureuse. Vous me dites, il y a beaucoup de choses dans mon programme, mais il y a beaucoup de choses de cassées en France. La France est abîmée, fracturée, il y a besoin de la réparer. Et donc, si nous voulons protéger le travail des Français, c'est mon souhait. Si nous voulons défendre le pouvoir d'achat, lutter implacablement contre la vie chère, la hausse des factures qui n'arrête pas d'augmenter, mais pendant ce temps-là, les salaires, les pensions des retraités, elles stagnent. Voilà, elles sont gelées. Et je parle pas que de ceux qui sont au SMIC, hein. Je parle aussi de ceux qui sont au-dessus, des classes moyennes, qui depuis des années... Ceux qui passent au travers des mailles de tous les filets. Ben voilà, ils s'escriment au boulot et puis ils ont du mal à payer les factures de plus en plus et puis même avoir des moments de bonheur en famille avec les enfants, sortir, bien manger, la culture, les loisirs, tout ça. Et donc il y a beaucoup de choses à faire pour reprendre le pouvoir sur notre économie. C'est pour moi l'essentiel, c'est ce que je veux mettre dans la campagne. L'argent existe, l'argent est là, les richesses nous les produisons. Non, je veux tout simplement. Je veux tout simplement qu'on reprenne la main dessus. Vous faites 180 propositions dans votre programme les jours heureux. Il n'y a pas beaucoup de propositions de financement de toutes ces propositions. Par exemple, emploi public plus 500 000. Alors je sais qu'il y a des candidats qui ont perdu parce qu'ils avaient promis la suppression de 500 000, mais vous voulez carrément en créer 500 000. Est-ce bien raisonnable, Fabien Roussel ? C'est une grosse différence que j'ai avec les autres candidats de la droite, de l'extrême droite. Hein, comme ça, c'est clair, au moins, parce que eux veulent continuer à saigner nos services publics, quand moi je veux les développer et les renforcer. Mais vous lirez dans mon programme... Vous rapprochez Emmanuel Macron, qui lui veut plus supprimer l'emploi public. Arrêtez, je pouffe. Il ira expliquer ça au personnel des hôpitaux et de nos écoles et à nos enseignants qui ont encore aujourd'hui bien du mal à être remplacés quand ils sont atteints du Covid. Et puis, vous verrez bien que nos services publics sont toujours sous perfusion. Et c'est bien malheureux. Oui, il y a besoin d'investir dans les services publics et vous verrez dans mon programme les 3 dernières parties, les moyens que nous nous donnons pour réparer la France. Eh bien, je veux reprendre le pouvoir sur la finance et sur l'argent. Je vous donne 2 chiffres. Les 1800 milliards d'euros d'argent de la BCE pour l'Union européenne. Ça, c'est la planche à billets. Nous en avons touché 290 milliards d'euros. Où sont-ils allés ? Et puis, il y a ces 1000 milliards de patrimoine détenu par les 358 000 familles les plus riches de notre pays. 1000 milliards d'euros de patrimoine taxable, ils sont exonérés d'ISF, ils sont exonérés d'impôts, de plus-value sur les transactions. Attendez. Je souhaite que les plus riches payent, je souhaite que les multinationales payent autant d'impôts que les PME, que les TPE. Je souhaite que tout le monde participe à la reconstruction de la France. Une toute petite pause. On se retrouve avec Fabien Roussel, qui est notre invité ce soir dans Punchline. On continuera à parler de son programme économique. À tout de suite sur Europe 1. 18h20, Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Fabien Roussel qui est là pour nous défendre son programme et Bruno Jeudi pour l'interroger de Paris Match. On a écouté ce que vous avez dit sur les impôts, vous voulez faire payer les plus riches. Et les multinationales. Et les multinationales. Par exemple, Valérie Pécresse propose de supprimer la taxe sur les successions pour 95% des Français. Ça va dans le bon sens ? Alors c'est une mesure aussi que je propose, peut-être pas comme elle le propose, parce que moi je propose qu'en dessous de 118 000 euros, qui est le montant de l'héritage moyen, il n'y ait plus de droit de succession, quel que soit le descendant. Quel que soit le descendant. Quel que soit le niveau dans la famille. Pour cet héritage moyen, que chaque famille qui a pu acheter une maison et investir dedans puisse le transmettre quand il n'a pas d'enfant, un cousin, une frangine, bon voilà, que ça on puisse le faire. Mais en même temps, je voudrais qu'au-dessus de ce patrimoine, il y ait un impôt progressif et que forcément, quand le patrimoine est très élevé, eh ben, que ces personnes puissent être imposées plus lourdement. Mais surtout, il faut faire le nettoyage dans les niches fiscales. Parce que les trusts, les combines à pétrole, qui permettent de délocaliser son patrimoine à l'étranger et ne payer 0 impôt dessus, ça c'est terminé. Vous savez, Johnny Hallyday, il est au paradis, mais son patrimoine aussi.
Hein, parce que le patrimoine de Johnny Hallyday, il est dans un trust dirigé donc par des avocats fiscalistes et qui fait qu'il y a eu toute une histoire sur l'héritage des enfants. Laissons-le où il est. Ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Mais Oui, mais vous n'empêche que cette histoire vous n'êtes de pas trust... sur la même mesure que Jean-Luc Mélenchon qui veut tout prendre au-dessus, à partir de 12 millions. Non. Mais cette histoire de trust, c'est quand même une politique anglo-saxonne qui est arrivée en France et qui fait que des riches Français, artistes ou autres, utilisent ce mécanisme pour ne pas payer d'impôts sur les droits de succession. Or, une famille modeste qui veut léguer, quand il y a un décès, eh bien, quelqu'un qui voudrait hériter sans payer d'impôts d'un parent éloigné, aujourd'hui, il paye 50% d'impôts. Ce n'est pas juste. Alors, encore une fois, les plus riches en sont exonérés et les familles modestes doivent payer. Il faut rétablir de la justice, y compris dans l'héritage. Je ne suis pas pour l'impôt confiscatoire, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Je suis, moi, pour rendre l'héritage populaire, plus juste, et donc je ferai une proposition rapidement dans les prochaines semaines. Je suis en train de travailler un texte de loi que je déposerai dans les prochains jours à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Alors vous donniez là un élément différenciant entre votre programme et celui de Jean-Luc Mélenchon. On sait que politiquement vous n'êtes pas très éloigné puisque la fois dernière vous le souteniez, c'est-à-dire en 2017. Le Parti communiste n'a pas présenté de candidat ni en 2012 ni en 2017. J'ai regardé, je me suis plongé dans les deux programmes. On regarde sur le plan économique. C'est quand même pas très loin. Le SMIC, 1500 pour vous, 1400 pour Mélenchon. L'ISF, vous êtes OK tous les deux. Emploi public, vous n'êtes pas très très loin. Même le revenu étudiant, c'est 850 € pour vous jusqu'à 1000 €. 1000 € pour lui. Pension de retraite réévaluée à 1200. Franchement... Pourquoi vous ne ralliez pas Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui dans les sondages est bien plus haut que vous? À deux, vous seriez déjà à 13-15 points, ce qui rapprocherait Jean-Luc Mélenchon de la qualification pour le second tour. Monsieur Jeudi, vous faites sa campagne là? Non, je fais pas sa campagne. Je fais pas sa campagne. J'essaie de faire la campagne. J'essaie d'entendre un militant. J'essaie d'aider la gauche. J'essaie d'aider la gauche à sortir de l'ornière où elle se trouve. Je ne vous savais pas de ce bord-là. Il y a un point qui vous différencie, c'est sur les retraites. J'ai remarqué que vous n'étiez pas pour. Vous étiez tous les deux pour la retraite à 60 ans, mais vous gardiez les 42 annuités. Bon, il vous a pas échappé que si nous avons des points communs, mais heureusement quand même, parce que beaucoup quand même. De gauche. On remet en cause le système économique actuel et donc nous avons pendant ce mandat tapé sur le même clou ensemble et donc oui. Mais en même temps, il vous aura pas échappé aussi. Sur l'écologie, vous n'êtes pas vraiment copains. Ça fait quand même certaines lignes de fracture, des différences qui existent, mais qui permet en même temps de faire vivre nos idées et d'avoir ce débat. Bon, sur l'énergie, effectivement, et je l'ai écrit noir sur blanc dans mon programme, nous voulons, nous, un mix énergétique qui s'appuie sur les renouvelables et sur un investissement rapide dans l'énergie nucléaire, car nous en avons besoin. C'est essentiel. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais si on veut faire baisser les factures d'électricité des gens, mais aussi des entreprises, c'est un passage obligatoire. Mais j'ai aussi un autre point important pour moi, qui me différencie de lui et des autres à gauche. C'est que moi, je ne défends pas le revenu universel. Je ne défends pas le revenu issu de l'assistance. Je veux défendre le revenu issu du travail. Je suis pour remettre le travail, l'emploi et la formation au cœur de la société française. Garantir à tous nos jeunes l'accès à l'emploi. On va commencer par eux. Mais ensuite, éradiquer le chômage. Faire en sorte faire en sorte que l'on passe d'une France du chômage et du RSA à une frange du travail et d'un bon salaire. Un bon salaire avec des bonnes conditions de travail. Redonner du sens au travail, s'émanciper au travail. Ça doit être possible, mince. Aujourd'hui, regardez, on promet quoi comme avenir à nos jeunes? D'être auto-entrepreneur? De vivre d'un coup de pédale avec une caisse Deliveroo dans le dos et mourir à l'âge de 16 ans, comme c'est arrivé à un jeune à l'île Fives dans mon département. Dans un accident. Dans un accident, percuté par un camion. Enfin, moi, je souhaite que l'on puisse investir dans un pays qui crée des emplois, dans les services publics comme dans le privé. J'espère qu'on va parler du privé, parce que je défends les PME, je défends les artisans, les commerçants, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, leur donner la possibilité... C'est votre grand truc, ça. Vous n'aimez pas les grandes entreprises, vous n'aimez que les petites. Mais ça, on la connaît, cette ritournelle. Jean-Luc Mélenchon dit la même chose. Mais monsieur Jeudi, enfin, vous savez que dans notre pays... Il faut des grandes entreprises, Fabien Roussel. Mais il y a 9000 grandes entreprises et il y a 520 000 PME, TPE. 520 000 TPE et PME.
elles ont toutes les misères du monde. Par contre, les 9000 grandes, elles bénéficient de toutes les aides publiques, de tout l'accompagnement de l'État. Elles ont même des avocats fiscalistes pour payer moins d'impôts. Par contre, nos 520 000 TPME et PME, elles se débrouillent. Eh bien, moi, je veux que les gros payent gros et que les petits payent petits, et notamment nos petites entreprises. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Fabien Roussel. On va parler pouvoir d'achat. On écoutera Bruno Le Maire qui, ce matin, a exclu de faire un petit coup de pouce pour aider les Français à payer leurs factures de carburant. A tout de suite. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Fabien Roussel, candidat à la présidentielle. On va écouter Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui ce matin a exclu de faire un nouveau petit geste, un petit coup de pouce pour aider les Français à payer leur essence. Écoutez. Je rappelle que nous avons fait beaucoup de gestes pour protéger les Français contre l'augmentation des prix de l'énergie, et c'était nécessaire. Est-ce qu'il faut envisager d'autres mesures ? Pourquoi pas ? Il y en a juste une que j'écarte. Je le dis très sincèrement, moi je pense que les meilleures mesures, c'est celles qui aident ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour travailler. Je pense que ce sont les mesures les plus justes. En revanche, je pense que baisser la fiscalité sur les carburants, comme le proposent certains, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. D'abord parce que les Français n'en verront pas la couleur. Vous baissez pour 10 centimes de baisse, ça coûte 5 milliards d'euros et ça fait 5 euros en moins sur le plein. Il suffit que l'essence augmente encore un peu plus derrière pour qu'on n'en voit pas la couleur. Et en deuxième lieu, parce qu'on ne répond pas à un problème structurel par des mesures de court terme. Le problème structurel, c'est l'augmentation de ces prix du pétrole, c'est notre dépendance aux énergies fossiles. Voilà pour Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous lui répondez, Fabien Roussel ? Qu'il devrait aller faire le plein plus souvent. Ils ont fait la prime. Et il verrait comme moi, quand je vais à ma station-service dans ma ville, quand je passe derrière certaines personnes, je vois que la personne avant moi, elle a fait un plein de 10 euros. Ouais, elle a fait un plein de 10, 20 euros, voilà, parce qu'ils peuvent pas mettre plus. Et donc, oui, c'est important quand on arrive à faire baisser de 30 centimes le prix du litre d'essence. Je m'excuse. Et donc, les 100 euros. 30 centimes le prix ? Ouais. Vous voulez faire baisser ? Ouais, bien sûr. Et là, vous faites comment ? Parce que là, c'est plus de l'argent magique, là. Oui, mais quand on arrive à ce point-là, pour des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, et qu'ils sont obligés de faire des pleins de 10 à 20 euros parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous leur dites que c'est pas possible, comme Bruno Le Maire ? Mais enfin, vous rigolez ou quoi ? 10 centimes de baisse, c'est 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, 10 centimes, c'est 5 milliards d'euros. Quand je dis 30, ça veut dire que ça coûte... un chèque énergie. Donc, si vous dites 30, vous rigolez ou quoi ? Chèque énergie. Mais les 100 euros versés à 38 millions de personnes. 100 euros 16 millions d'abord et 16 ensuite. Les 100 euros qui ont été distribués, monsieur Jody, les 100 euros, mais ils ont déjà été dépensés largement. Quand vous additionnez la hausse du prix de l'essence, de l'électricité et du gaz, la hausse, malgré les blocages pour certains, ceux qui étaient au tarif réglementé, il y a tous les autres qui s'enquillent des hausses de 30 à 40%, c'est des factures qui enflent tous les mois. Donc les 100 euros, ils ont été dépensés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de salariés, des jeunes, des retraités, quand ils veulent aller voir leurs petits-enfants et compagnie, ils peuvent pas. Ils sont coincés, ils sont assignés à résidence. Quand je propose de baisser l'essence de 30 centimes, je souhaite agir dans deux sens. D'abord, l'État qui peut baisser les taxes et baisser de 30 centimes l'essence, et de l'autre, pour que ce ne soit pas pris sur l'argent de l'État et donc l'argent des Français. Moi, je souhaite aller taper aussi les compagnies pétrolières comme Total, qui ont versé 16 milliards d'euros en 2 ans de temps de dividendes à leurs actionnaires. Vous trouvez ça normal, vous, que des compagnies comme Total, en pleine pandémie en plus, profitent quelque part de cette situation pour distribuer 16 milliards d'euros. Ils reversent aussi de l'argent à leurs salariés, Fabien Roussel. Mais ils ne sont pas obligés de distribuer 16 milliards d'euros de dividendes. C'est pas la boîte où les salariés sont les plus malheureux. Mais ils ne sont pas obligés de distribuer 16 milliards d'euros de dividendes quand aujourd'hui on a besoin de baisser le prix de l'essence. Et d'ailleurs, quand on voit le prix du baril il y a 10 ans, et le prix de l'essence aujourd'hui, on voit que ça n'a pas suivi la même courbe. Le prix du baril est aujourd'hui plus bas qu'il y a 10 ans, mais l'essence est plus chère. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la lutte contre le réchauffement climatique, qui fait aussi que les États, notamment dans la partie européenne, partie occidentale, ont augmenté les taxes aussi parce que ils appliquent les accords qu'ils signent pour certains, les accords de Paris, qui obligent aussi à alourdir le prix de l'essence parce que les voitures vont être remplacées petit à petit par les voitures électriques. Il y a aussi ça aussi, Fabien Roussel, dans l'augmentation du prix de l'essence et dans les contraintes qui pèsent sur le prix de l'essence. Là, en l'occurrence, c'est pas les hausses. Il n'y a pas eu de hausse de taxes. L'État, il prélève déjà 60% de taxes sur un litre d'essence. Donc c'est bien l'État. D'ailleurs, il dit l'État n'a pas les moyens. Mais enfin, il rigole, Bruno Le Maire. L'État gagne de l'argent en ce moment.
Et donc, il en a dépensé avec ce chèque inflation de 100 €. Mais ça, moi, je dis que c'est one shot, c'est un coup. Il a dépensé beaucoup. Ouais, 3,8 milliards, mais c'est une fois. Et c'est tous les mois que les gens ils voient l'essence augmenter, les factures d'électricité et de gaz augmenter. Donc, il faut baisser les taxes sur l'essence. Et moi, je propose la taxe flottante. C'est-à-dire pour essayer de maintenir un équilibre. Ça a déjà donc, existé, ça. Oui, Laurent Fabius, les années 2000. Ouais, et donc, ça veut dire que c'est pas perpétuel. Et donc, on doit pouvoir maintenir un prix d'essence équilibré. C'est l'État qui doit être garant d'un prix d'essence normal, on va dire, en fonction du prix du baril. Ensuite, investissons aussi pour développer les transports publics, les transports en commun, pour garantir à tous de pouvoir prendre le TER Pour et les le faire métro. fonctionner à quoi? À l'électricité? Il doit fonctionner à l'électricité. Faisons en sorte, à justement, l'hydrogène, à quoi? quand on veut sortir des énergies fossiles, de l'essence, du pétrole et du charbon, faisons en sorte d'investir dans l'énergie nucléaire et dans... Combien de centrales on construit? 6. Je propose la construction de 6 centrales et pas sur des terres nouvelles et d'aller embêter des gens dans une campagne. Alors ça, c'est ce qui vous différencie de vos camarades candidats de gauche. Ah, mais de toute la Et gauche. des EPR, combien je vous suis en le pensez? seul. 6 centrales aujourd'hui sur des sites existants. Sur des sites où la place existe pour pouvoir le faire, afin d'augmenter rapidement notre production d'électricité. Mais, et c'est une différence que j'ai aussi avec monsieur Emmanuel Macron, c'est que moi je souhaite aussi sortir l'électricité du marché et faire en sorte que la France retrouve sa souveraineté dans la fixation des tarifs. Et que comme nous sommes aujourd'hui producteurs d'énergie nucléaire et que ça coûte moins cher que le gaz, le charbon qui en plus sont polluants, eh bien, faisons en sorte de fixer nous-mêmes les tarifs avec un service public de l'électricité réunissant Engie et EDF. La France est déjà actionnaire à 84% d'EDF, donc il n'y a plus grand-chose à faire pour être à 100%. Avec Engie, on a la maîtrise du gaz, on a la maîtrise de la production, de la distribution, et c'est la meilleure garantie pour aider les ménages, mais aussi les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui souffrent, qui se mettent en veille, qui mettent leurs salariés en chômage partiel. C'est qui paye? C'est l'État qui paye le chômage partiel. Il faut arrêter, c'est vraiment des mauvaises dépenses d'argent public. Investissons dans l'énergie nucléaire et ça nous aidera à réindustrialiser la France, à soutenir les entreprises. Encore une fois, vous voyez, monsieur, je dis que je suis pro-entreprise. Très bien. Et en même temps, ça soulagera le portefeuille des ménages et de nos retraités. Avec des énergies renouvelables aussi que vous favorisez ou c'est tout nucléaire? Dans les énergies renouvelables, aujourd'hui, je l'explique dans mon programme, les énergies renouvelables, pour 80%, elle provient des barrages hydroélectriques, des barrages hydrauliques, qui font partie des grands investissements qui ont été faits dans les années 60, 70. 30 glorieuses. Eh bien justement, on a fait les 30 glorieuses. Moi, je voudrais les 30 heureuses. Le peuple était présent pour les faire, ces 30 glorieuses. Les salariés étaient là. Et il y a eu des investissements massifs en France dans notre outil industriel, dans la production d'électricité. Nous devrions avoir cette même politique d'investissement, de protection de nos outils stratégiques et de faire appel aux Français, au monde du travail pour bâtir cette France. C'est pour ça que je crois dans les 30 heureuses. C'est pour ça que je défends la France des jours heureux. Les 30 heureuses, les jours heureux, les Français, ils ne voient pas forcément les choses de cet œil-là. Ils sont confrontés, on a parlé du pouvoir d'achat, à des problèmes d'insécurité qui sont extrêmement handicapants dans leur vie de tous les jours. On a eu cette agression, on l'évoquait tout à l'heure, d'un chauffeur de bus en plein Paris, molesté à coups de poing. L'insécurité, comment vous vous attelez à ce problème endémique? L'insécurité est un fléau qui pénalise aujourd'hui de nombreuses familles, y compris et souvent des familles issues des quartiers populaires où se concentrent beaucoup de difficultés. Et donc, j'ai fait le choix, moi, de prendre ce sujet à part entière et de dire que la sécurité, la tranquillité publique est un droit fondamental. Je rencontre d'ailleurs beaucoup d'élus, je pense notamment au maire de Grigny, qui a été élu le meilleur maire du monde, et qui lui-même se bat pour que son commissariat ait suffisamment de moyens pour pouvoir répondre à cette question de la sécurité. On a besoin d'enquêteurs pour dénouer les trafics. J'ai reçu le syndicat des commissaires de police, qui m'ont expliqué combien il manquait d'enquêteurs pour aller déjouer. Pour l'armement des polices municipales?
Mais c'est pas le sujet, si. Monsieur Jeudi. Si, parce c'est que, un sujet. Non, parce que quand la droite... Il n'y a pas assez de policiers, mais les collectivités peuvent aussi y Monsieur contribuer. Jeudi, c'est pour ça que j'ai voulu, moi, en tant que candidat de gauche, me réapproprier cette question de la sécurité. Parce que la droite et l'extrême droite sont en train, justement, de la dévoyer en parlant d'armer la police municipale, quand moi je veux une police nationale, avec 30 000 agents supplémentaires, formés, sous statut, et qui dépendent de l'État. La police municipale... Vous voyez bien, on en a fait 10 000 là, pendant le mandat. Mais 10 000, quand suffi. Sarkozy en a supprimé 15 000, on voit bien qu'on n'a même pas rattrapé ce qui avait été supprimé par la droite. Et aujourd'hui, l'extrême droite permet de privatiser la police municipale. Alors on va faire quoi? Privatiser une police municipale armée. Retrouvons des moyens pour nos sécurités, pour notre politique de sécurité intérieure. On fait une toute petite pause. On vous retrouve dans un instant, Fabien Roussel. On termine sur votre programme sécurité. Et puis on parlera de ce qui se passe à droite, notamment autour d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, à droite. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Fabien Roussel, candidat à la présidentielle, avec Bruno Jeudi de Paris Match. Est-ce que vous êtes inquiet pour la présidentielle, Monsieur Roussel, dans le sens où est-ce que vous pensez que la droite extrême, peut faire un score et arriver au second tour? Oui, c'est une source d'inquiétude permanente pour moi, parce que quand j'entends les discours horribles, durs, tenus par l'extrême droite, par ces candidats qui se réclament de Pétain, de la collaboration, excusez-moi, mais enfin, c'est ça, c'est préoccupant, extrêmement préoccupant, et c'est bien la raison pour laquelle je souhaite, moi, dans cette campagne, pouvoir porter des valeurs progressistes, humanistes, et m'adresser aux Français qui souffrent, aux classes populaires, aux classes moyennes, pour donner de l'espoir, donner du contenu, leur donner envie de voter et de voter et de pas s'égarer dans des votes extrêmes. Voilà, de ne pas se tromper de colère. Parce qu'en fait, moi, la colère, je la sens, je la rencontre tellement dans mes déplacements. Elle est là, on peut la toucher du doigt. C'est que le vote populaire aujourd'hui, il reste quand même très attaché, ancré chez Marine Le Pen. Autant on peut dire qu'Éric Zemmour attire à lui peu de votes populaires, alors que Marine Le Pen, elle fait beaucoup de voix, peut-être même plus de voix que vous, sûrement, mais qu'Éric Zemmour, assurément. Mais c'est vrai, vous avez raison. En même temps, je voudrais donc du coup surtout parler à ceux qui s'abstiennent, parce que ça peut permettre de changer les sondages et les équilibres. C'est vrai que l'abstention est élevée. Si demain j'arrive à réussir à percer, je suis pas connu moi dans cette élection, je suis celui qui est le moins connu. J'ai vu là que 54% des sondés me connaissent pas. Alors forcément, oui, vous faites une percée assez étonnante. C'est un peu une des surprises de ce début de campagne. Vous êtes peu connu, mais alors du coup, vous avez fait quelques sorties médiatiques qui vous ont popularisé. Vous êtes même devenu le candidat communiste qui aime bien la droite, qui aime bien Bruno Le Maire, qui aime bien certains ministres. Ça vous gêne ou pas, ça? Alors, vous aimez bien à droite, mais parlons un peu moins à gauche. Il m'aime bien, mais enfin, il est loin de voter pour moi, ça se saurait. Mais disons que ceux-là, ils savent qu'on peut discuter ensemble. Et que projet contre projet, nous avons des grandes divergences. J'ai fait un débat avec Valérie Pécresse qui était très important. C'était à la fête de l'UMA, mais on a vraiment des projets divergents. Mais on les assume, ces divergences, et on peut en discuter entre nous. Dans un cadre républicain. Dans un cadre républicain, mais c'est vraiment projet contre projet. Et j'aimerais vraiment que les Français puissent s'intéresser à ça. Cette élection, elle est très importante pour les 5 ans qui viennent. Et ceux qui ne votent plus peuvent faire la différence. Ceux des quartiers populaires peuvent faire la différence s'ils utilisent leur bulletin de vote, bien sûr, pour exprimer leur préférence à gauche. Et le problème, c'est que la France des jours heureux. Sinon, j'ai regardé ce soir, pour l'instant, votre projet. Alors vous avez un sondage quotidien. Voilà, on a un sondage quotidien. Expliquez-nous où c'en est. Alors, ce soir, dans ce sondage quotidien, vous êtes à 3 points. Ça reste modeste malgré votre percée médiatique. Vous progressez de 0,5. Vous êtes à égalité avec Christiane Taubira, dont on parle beaucoup, qui pourrait l'emporter dimanche dans la primaire populaire. Mais vous êtes repassé derrière Anne Hidalgo.
tout ça, ça reste quand même, comme on dit dans le Tour de France, à l'arrière du peloton, Fabien Roussel. Eh oui, et donc il faut... Et surtout loin de Jean-Luc Mélenchon. Et il faut surtout que dans les semaines qui viennent, ça bouge, que le débat s'ouvre. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas encore connu de l'ensemble de nos concitoyens. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir ce débat avec le président de la République et parler avec lui du prix du beefsteak, des difficultés de l'hôpital public ou de nos écoles et d'avenir de nos enfants. Mais ça permettra au moins de discuter projet contre projet. Aujourd'hui, la majorité des Français, une grande partie des Français n'ont pas fait leur choix. Vous le savez. Et ils le feront au dernier moment. Ils le feront au dernier moment. Certains parmi eux votent un coup à droite, un coup à gauche. Faut pas voir les Français comme tous des militants enfermés dans un vote. Et donc, je souhaite, moi, leur parler à tous. C'est la différence que j'ai avec ceux de la primaire populaire, notamment, qui sont, pour une grande partie, des gens convaincus de leur vote à gauche et qui veulent un candidat commun sur un programme qui est différent du mien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne m'ont pas sélectionné. Mais moi, je voudrais aller au-delà de cela. C'est un peu sectaire, non ? Elle n'est pas un peu sectaire, cette primaire populaire ? Un peu, parce que justement, ils sont entre eux, mais vous savez, ce sont des militants à gauche qui ont fait C'est pas des militants populaires ? Non, c'est pas la France populaire qui vote Non, je veux pas les caractériser de manière péjorative parce que ils ont un point de vue, ils ont le droit de le défendre. Un truc de bobo ? Ils ont. Oh, mais vous voyez les mots que vous employez, vous êtes désagréable quand même. Pourquoi on exclut le candidat communiste de cette primaire populaire ? Parce que le candidat communiste, il a un projet de transformation de la société qui est différent du leur, qui eux veulent, comment ils disent, l'ajuster à la marge. Ils ne veulent pas remettre en cause le pouvoir donné aux banques et à la Banque Centrale Européenne. Ils ne veulent pas investir dans l'énergie nucléaire parce que c'est pas leur choix aujourd'hui énergétique. Ils ne font pas le choix du revenu issu du travail, ils font le choix du revenu universel. On a des différences fondamentales, mais... Ils sont 450 000 à avoir signé leur... Oui, et moi je voudrais parler aux 45 millions d'électeurs. Donc c'est... Voilà, je souhaite parler à tout le monde. Je ne mets pas d'étiquette sur les Français. Toi, t'es de gauche, je te parle. Toi, t'es de droite, je te parle pas. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas comme ça. Moi, je rencontre d'ailleurs beaucoup de gens qui m'ont dit tiens, j'ai voté insoumis, je voterai pour toi. Mais j'en ai aussi rencontré, j'ai voté à droite, mais cette fois-ci, je voterai pour toi parce que je leur parle de leurs problèmes, de ce qu'ils vivent. Il y a besoin de sincérité en politique. Oui, et moi, je veux incarner ça. La candidature de François Hollande, vous y croyez ? Ouais. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Après. Bon, vous aviez voté pour lui quand même ils sont en 2012 au second tour, bien sûr. Et donc ça sert aussi à ça, une élection avec 2 tours et une diversité de candidats. Il y a plein de candidats. Il y en a 4-5 des candidats à droite aujourd'hui. Quand on additionne Madame Pécresse, Monsieur Macron, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Zemmour, Madame Marine Le Pen. Il a fait mal à la gauche, François Hollande, ou pas ? Comment ? Il a fait mal à la gauche, François Hollande, ou pas ? Je pense que son quinquennat a fait énormément de mal à la gauche. Son quinquennat et ceux qui ont participé à son gouvernement. Je donne pas de nom, mais vous savez à qui je pense. En tout cas, Christiane Taubira. Ça a fait... Il y avait aussi Monsieur Macron. Il a fait énormément de mal. Emmanuel Valls. Il a fait énormément de mal à la gauche parce qu'il y avait des espoirs forts placés dans ce gouvernement. Nous, communistes, dès le début, nous avons fait le choix de ne pas participer à ce gouvernement parce que, comme François Hollande avait affiché qu'il ne remettrait pas en cause les traités européens, qu'il s'inscrirait dans les politiques d'austérité, réduction de nos services publics, etc. Mais moi, il ne vous l'avait pas proposé, de toute façon. Il ne nous l'a pas proposé, mais bon... Donc vous n'aviez pas voté la confiance, de toute façon. Non. Et il a fait le choix d'une alliance avec les écologistes. Et donc, le premier gouvernement Hollande, c'était une alliance entre les socialistes et les écologistes. On voit où tout cela nous a menés. Aujourd'hui, une bonne partie de ces électeurs ont été déçus. Regardez d'ailleurs le score qu'il a fait au premier tour et le score que fait la candidate du Parti socialiste aujourd'hui. Et donc, moi, je l'entends, cette déception. Et parmi eux, il y a des électeurs sincères qui ont voté Hollande dès le premier tour, des électeurs de gauche sincères qui sont perdus, paumés. J'en connais tellement dans ma région en plus, le Nord-Pas-de-Calais, traditionnellement à gauche, qui ont voté socialiste toute leur vie et qui sont déprimés, désespérés. Je veux pouvoir incarner un espoir nouveau à gauche. Je suis nouveau dans cette candidature. Eh bien, je souhaite être le candidat nouveau, sincère, qui apporte de la fraîcheur à la gauche et qui peut susciter un nouvel espoir. Une dernière question pour nos jeudis, avant la fin de l'émission. Vous vous accablez avec
avec le style qu'on vous connaît, François Hollande. J'étais gentil. En même temps, pour le candidat du Parti communiste français que vous êtes, la pente est rude parce que ça fait 2 fois qu'il n'y a pas de candidat. La dernière fois, c'était 1,93. Le PC est tombé bien bas. La dernière fois que vous aviez devancé le Parti Socialiste, à l'époque, vous culminiez, alors c'est loin, c'était en 69, vous culminiez à 20%, le Parti Socialiste à 5%. C'est très loin tout ça, le Parti communiste, c'est plus grand-chose aujourd'hui, Fabien Roussel. Ouais, mais du coup, je voudrais rappeler aussi à ceux qui nous écoutent que quand il y avait en France un Parti communiste qui était plus fort, je pense notamment à Georges Marchais et aux 15% qu'il a fait en 81, eh bien la gauche, elle avait une autre couleur. La gauche, elle avait une force bien plus importante dans le pays pour défendre les salariés, pour défendre le monde du travail, les services publics et les usines. Et donc, c'est aussi ça que j'ai envie de reconstruire. J'ai envie de retrouver une gauche populaire, républicaine, laïque, féministe. Je voudrais retrouver une gauche qui renoue avec ses valeurs et qui défend le peuple. Et il va falloir redonner plus de force à ceux qui la défendent comme moi aujourd'hui. Et donc, c'est ça que je souhaite pouvoir reconstruire aussi. Et ça passe par la candidature que je présente à l'élection présidentielle. Avec le soutien de certains électeurs et de maires qui vous donnent leur parrainage. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir participé à ce punchline spécial présidentiel. Merci beaucoup Bruno Jeudi. On suit avec intérêt votre baromètre quotidien d'intention de vote. Là, qui est en tête? Macron, hein, c'est ça? Alors Macron qui est en léger repli aujourd'hui, d'1 point quand même, 24,5. Et Marine Le Pen, apparemment pas d'effet sur la cote de Marine Le Pen, qui reste 6 points devant Éric Zemmour, malgré les ralliements ce week-end de plusieurs lieutenants de la présidente du Rassemblement national. Pécresse. Et Valérie Pécresse, stable, juste derrière Marine Le Pen. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce punchline. Merci. Merci Fabien Roussel d'être venu sur Europe 1.